m'entend? Oui, super. Eh ben, il est 9 heures, donc je vous propose peut-être de commencer. Ça fera peut-être venir un peu plus de monde. Merci beaucoup d'être présente et présent à cette table ronde sur l'éducation populaire, une pédagogie à l'esprit critique. Alors avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va se présenter. Je te laisse te présenter, Sandrine. Et puis après, je vous présenterai aussi le sujet. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là à 9 heures un dimanche matin pour parler d'éducation populaire. Merci. Du coup, moi, je suis Sandrine Lasserre et je suis directrice des Francas de Tarn-et-Garonne et du Lot. Là, il y a marqué que Lot et sans majuscule en plus. Donc, voilà. Oui, bonjour, Olivier Magnin. Donc moi, je travaille à la Ligue de l'enseignement, où je suis chargé de mission sur les questions d'éducation aux médias. Et puis, je travaille également dans l'Oise sur une association, un pôle constitué qui s'appelle Imagine, qui fait des actions d'éducation aux médias également. Et bonjour tout le monde, moi je suis Joséphine Delpera, je suis déléguée générale d'une association qui s'appelle G-d'encre, qui est peut-être un peu moins connue que les précédentes. G-d'encre, c'est une association d'éducation populaire, d'éducation aux médias et à l'information pour et par les jeunes. On en parlera tout à l'heure. Et pour finir, moi, donc, je suis Raphaël Souiris, animateur du réseau AMJC de France, à la tête de réseau qui regroupe 1000 MJC en France, chargé des actions culturelles et citoyennes. Alors, peut-être pour rapidement introduire le sujet, en fait, éducation populaire et une pédagogie à l'esprit critique, je pense que c'est important de remettre un peu les bases sur c'est quoi l'éducation populaire et en quoi, en fait, il y a un lien direct avec l'esprit critique. Peut-être rappeler que l'éducation populaire, en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, c'est une pensée pédagogique qui s'inscrit en fait dans un héritage philosophique qui est assez ancien, hein, celui des Lumières. Où il y a la notion de oser penser par soi-même, en fait. Hein. C'est tout en lien avec l'émancipation des personnes. Les mouvements se sont structurés pour certains, comme par exemple la Ligue, il y a quand même maintenant bientôt plus d'un siècle, si je... Voilà. À l'époque où en fait on était aussi dans la période de la structuration du mouvement ouvrier, et après la plupart des mouvements d'éducation populaire se sont structurés après-guerre, et sur une notion qui était assez simple en soi, c'était que cela ne se reproduise pas. Cela ne se reproduise pas, en fait, c'était le fait que des esprits en fait, qui étaient très instruits, qui avaient bénéficié de l'enseignement public de la Troisième République, tout ça, en fait, ils aient pu en fait, participer à cette entreprise mortifère qui était la Shoah. C'est vrai que ça avait été un peu une stupéfaction dans les milieux éducatifs de se rendre compte que juste l'instruction, en fait, n'avait pas permis de pouvoir réunir toutes les conditions pour faire humanité ensemble, et que en fait, ces personnes, bien que très instruites, en fait, n'ont pas su dire à un moment donné non face à ce qui se produisait devant elles. Et donc, avec les mouvements de résistance et à la suite de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la nécessité, en fait, pour beaucoup de penseurs, de dire il va falloir créer comme ça des espaces éducatifs, des projets éducatifs, où en fait on va pouvoir en fait justement forger cet esprit critique et construire donc un peu des conditions propices à ce que les personnes puissent s'émanciper, penser par elles-mêmes, et que en fait c'est par cela qu'on va garantir un peu notre cadre démocratique. Il y avait également la notion de, en fait, c'est ça qui va permettre la transformation sociale. Donc ici, en fait, on est sur un lien quand même assez direct entre éducation populaire et enjeux démocratiques, et on voit en quoi l'esprit critique, la notion du doute, en fait, est importante pour justement être en capacité de réfléchir au sens des choses et au sens de ce que l'on fait. Je tiens aussi tout de suite un peu à rappeler, hein, nous, on n'est pas spécialiste de l'esprit critique, on a une approche qui est très globale.
mondial. Nos capacités, en fait, c'est la mise en mouvement, c'est le fait d'ouvrir comme ça des possibilités, mais on n'a pas de vocation d'expertise. Par contre, en fait, on aura toujours l'importance, le cas échéant, d'aller chercher les experts ou les expertes des champs consacrés. Sur l'esprit critique, nécessairement, en fait, nous, il y a une approche qui nous rassemble ici, c'est l'éducation média à l'information. Nous en faisons tous les 4 et on en fait en fait depuis très longtemps, soit par la fabrique de journaux ou même juste l'apprentissage de l'information, parce qu'on on part de ce postulat que savoir s'informer, c'est une des conditions qui va permettre la discussion démocratique et que ça va être un des préalables en fait. Donc nous, on va faire ce travail-là d'éducation comme ça aux médias et à l'information. Pour entrer un peu dans le vif du sujet, c'est concrètement en fait cette pédagogie, comment est-ce qu'elle s'articule et selon quelles approches en fait elle se fait. Et on va vous présenter un peu 4 approches qui nous semblent un peu primordiales en fait pour participer à cette construction de l'esprit critique. On va commencer par une approche plutôt l'approche créative, une approche par le faire, la notion d'apprentissage au long cours. Et pour finir, en fait, on parlera de l'importance d'autonomiser les acteurs éducatifs. Et donc, pour l'approche créative, je vais laisser la parole à Sandrine Defranca. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer peut-être l'approche créative, je vais juste rappeler un peu ce que sont les Francas. Donc, les Francas, c'est une association d'éducation populaire complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1944. Donc, on est un tout petit peu moins vieux que la Ligue, mais en fait, on est quand même déjà ancré dans un contexte éducatif assez reconnu. Les Francas, c'est structuré comme une fédération. Donc, il y a une fédération nationale qui est divisée en associations départementales, donc avec aussi des projets qui sont mis en place à l'échelle vraiment très locale, dans un réseau d'adhérents collectifs rattachés aux associations. Et on a aussi un niveau d'union régionale qui est en charge, lui, de la formation. Quel est l'objet des Francas ? Un peu comme mes collègues ici présents aujourd'hui, l'idée c'est de permettre l'émancipation sociale avec, nous, la spécificité de travailler autour de développement d'actions éducatives locales, notamment dans les centres aérés, etc., pour permettre l'accès à tous les enfants et les jeunes à des loisirs éducatifs de qualité. Comment dire, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'idée de le rapprocher des Francas, pourquoi les Francas s'intéressent aujourd'hui à l'éducation aux médias et à l'information, en fait, c'est exactement dans le même objectif que dans le projet général autour de la question de l'émancipation. On a plusieurs dispositifs concrets qu'on a rassemblé dans ce qu'on a appelé l'approche créative. Pourquoi l'approche créative ? Parce que l'idée, c'est de permettre aux enfants, aux adolescents, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des scientifiques, qui n'ont pas théorisé la question de l'esprit critique, de l'information, du média, etc., mais qui sont confrontés à ces outils-là dans leur vie de tous les jours avec une immédiateté assez impressionnante de nos jours, de pouvoir en fait se repérer et de pouvoir s'intéresser et faire des activités et faire des projets autour de ces questions-là. Donc, quel genre de projet, très concrètement ? Souvent, quand on intervient, on a plusieurs niveaux d'intervention qui se rapprochent aussi de la structuration dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a de la formation qui est portée par les unions régionales. Donc là, je vais vous présenter une action de formation qui permet ensuite d'intervenir auprès des enfants et des jeunes au niveau très local. Donc la première approche que je voudrais vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle Infox. Infox, c'est quoi ? C'est une formation à destination des animateurs, animatrices périscolaires, extrascolaires, jeunesse, pour permettre ensuite d'animer auprès des ados des temps de débat et de
travaille autour de la vérification des informations, notamment en lien avec l'astronomie. Alors pourquoi l'astronomie spécifiquement? Parce qu'on a un partenariat avec l'Agence française d'astronomie, qui en fait fait qu'on distribue aux enfants et aux jeunes l'agrément Petit Ours. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est pour se repérer, etc., sur les éléments d'astronomie. Et là, on a mis en place une formation pour travailler autour de l'esprit critique en lien avec ça. En gros, à quoi ça sert? Ça sert à travailler à la différenciation entre opinion et information, entre qui donne les sources, quels sont les auteurs des informations et du coup est-ce fiable, et de décrypter aussi comment marchent les réseaux sociaux, quels sont les processus d'influence, etc. Donc l'idée, c'est de former les animateurs et animatrices à ces questions-là pour ensuite faire en sorte que eux, ils soient en mesure d'aller travailler avec les ados ces questions-là. Le support de l'astronomie, j'ai envie de dire, c'est un support choisi comme un autre, mais c'est plutôt un prétexte qui parle un peu concrètement, c'est-à-dire, j'en sais rien. J'ai entendu hier soir que tonton à table disait que les Martiens débarquaient sur Terre et qu'ils étaient déjà présents, etc. Comment nous, avec l'agrément Petit Ours, on va travailler à mettre en connaissance et en information les enfants, de façon ensuite à pouvoir aller travailler les informations, ou en tout cas les opinions que eux nous ramènent, et pouvoir les vérifier. D'accord ? Donc ça, c'est la formation Infox. Ensuite, on a un deuxième dispositif qui s'appelle le dispositif Graines de philo. Alors, vous allez me dire, là encore, qu'est-ce qu'elle me raconte de philosophie alors qu'on est en train de parler d'éducation à l'esprit critique? En fait, quand on demande aux enfants de débattre et de collectivement créer finalement un avis sur un concept tel que la connaissance, la vérité, le fait de s'informer, et de le passer au filtre de l'échange sur les arguments, plus qu'au filtre de directement j'ai vu cette information, c'est aussi élever le débat, leur permettre de réfléchir ensemble, d'écouter les opinions des autres, et puis finalement d'arriver à un consensus, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de comprendre et de voir qu'en fonction des personnes qui s'expriment et que j'écoute, j'ai la possibilité de finalement vérifier une information, la confronter à un autre point de vue, garder ma propre opinion, en construire une autre, la faire évoluer. Et ça, c'est autour du concept de la notion philosophique, quelque chose qui fonctionne plutôt bien avec les enfants et les jeunes, et là, même avec les très jeunes enfants, pour aller finalement un peu chercher à comprendre. Et c'est à ça qui sert ce dispositif. Un troisième dispositif, rapidement, qui s'appelle le cyber-rallye scientifique. Alors, pas parce qu'on fait des multiplications en ligne, plutôt parce que en fait, c'est un grand jeu du coup sur Internet qui met en place la démarche scientifique de recherche, de vérification d'informations, de création d'un contenu, etc. Donc le cyber-rallye, c'est quoi? C'est un grand jeu pour lequel plusieurs groupes d'enfants de toute la France et même à l'international peuvent participer. C'est un grand jeu sur lequel je suis un centre de loisirs ou une école de Toulouse. Je repère quelque chose que j'ai envie de partager avec d'autres sur mon patrimoine local. Exemple, je suis à Toulouse et je vais créer une énigme sur Claude Nougaro. Donc je vais créer une énigme que je vais poster sur Internet, sur la plateforme du cyber-rallye. Des enfants du Tarn-et-Garonne, du Lot, de Paris, de Guadeloupe, etc. vont pouvoir voir mon énigme et essayer de résoudre mon énigme en allant chercher sur Internet les informations qui leur permettront d'essayer de résoudre mon énigme. Comment savoir si oui ou non ils ont résolu mon énigme? Alors ils peuvent aller voir la solution sur la plateforme, mais c'est beaucoup moins rigolo que s'ils se connectent finalement avec les enfants qui ont créé l'énigme, qui ensuite, du coup, les auteurs de l'énigme, qui eux vont pouvoir en fait venir vérifier et dire comment ils ont pensé l'énigme, pourquoi dans ce sens, et est-ce que les informations que les autres ont trouvées sur Internet sont suffisamment justes pour leur avoir permis
de résoudre leur énigme. Les autres enfants font pareil, et c'est un échange comme ça à l'échelle d'Internet auquel tout le monde peut se connecter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste aller voir sur la plateforme du Cyber Rallye et jouer en tant qu'individu ou avec des enfants à ce jeu qui est accessible toute l'année et qui permet, ben voilà, ce que je disais, de rendre autonomes les enfants sur le fait de j'ai une idée de ce que pourrait être la résolution de cette énigme, je vais chercher l'information pour voir si je me trompe ou si je ne me trompe pas. La première information que je trouve, elle est peut-être fausse. Je demande à ceux qui l'ont écrite, ils me disent bon ben là vous vous êtes trompé, voilà un indice. Je repars sur Internet, je refais les recherches, etc. Et puis je finis par trouver comme ça la solution, en ayant pris la peine de regarder les informations, de vérifier les sources, etc., etc. Et puis finalement de résoudre mon énigme. Voilà. Et après, le dernier petit dispositif, mais peut-être qu'on reviendra après, parce que c'est un dispositif qui renvoie plutôt à l'approche que Joséphine présentera sur la question du faire, qui est les web radios. Parce que au Franca, on a des web radios. Et quand on fait de la web radio avec les enfants, que ce soit des enfants de maternelle ou des adolescents, des jeunes ou des adultes ou des animateurs, animatrices, etc., ça permet finalement d'avoir, dans un second temps, après avoir expérimenté l'ensemble des dispositifs que je viens de parler, de pouvoir avoir un espace dans lequel on devient créateur de contenu, on devient source d'information et on permet d'avoir à d'autres, effectivement, une information qu'on a construite nous-mêmes. Voilà. Merci Sandrine. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce qu'a dit Sandrine. Je vais prendre la suite. Alors après ça, nous, c'est un petit peu entre le créatif et le faire. Mais donc, du coup, la Ligue de l'enseignement, pour revenir un petit peu aussi sur la structuration, pour introduire, comme tu l'as fait, c'est une confédération d'associations. En fait, ce sont aussi des services centraux qui sont à Paris, et puis ce sont 103 fédérations, 30 unions régionales, des bénévoles, des professionnels qui travaillent sur l'éducation dans de nombreux espaces, puisqu'il y a aussi bien des activités sportives, des vacances, de l'éducation à la citoyenneté, il y a beaucoup de choses. Et en ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'esprit critique, elle est là depuis un moment. L'éducation à l'image, elle est carrément arrivée dans l'entre-deux-guerres à la Ligue de l'enseignement. Et puis l'éducation aux médias, elle est là depuis plusieurs décennies, avec un lien très fort sur les journaux scolaires, et puis aussi une éducation aux médias qui a été repensée vraiment à l'avènement des réseaux sociaux, après les attentats aussi de 2015, et des actions donc qui sont assez diversifiées. Qui sont soit mises en œuvre sur des fédérations avec des projets qui ont une relative autonomie en fait, et qui prennent des entrées différentes sur l'EMI et puis l'esprit critique, soit des parcours pédagogiques nationaux comme les veilleurs de l'info, on y reviendra. En tout cas, ce qu'on a repéré nous par rapport à tout ça, c'est qu'on voulait travailler un petit peu sur une EMI qui puisse réhabiliter la factualité sans forcément avoir un focus sur la vérification des faits, parce qu'on se rend compte que c'est absolument nécessaire. On le fait, on l'intègre dans nos outils. Après ça, c'est pas forcément autosuffisant, c'est-à-dire que l'éducation aux médias et à l'esprit critique ne se limite pas à ce que l'information n'est pas. Il faut aussi transmettre un goût dans le cadre d'activités, transmettre un goût pour l'information, pour ce qu'elle est et pour ce que la connaissance est. On travaille aussi du coup, et là c'est vraiment une réflexion en cours sur l'esprit critique, c'est-à-dire au-delà de la vérification d'une information, de quelle manière développer, au-delà du vrai-faux, une éthique, un goût pour l'information, un goût pour la factualité, un goût pour l'information. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, là, on est aux rencontres de l'esprit critique, il y a beaucoup d'acteurs, d'experts des neurosciences que nous ne sommes pas, mais quand même, on souhaite vraiment se nourrir pour vulgariser, pour essayer de vulgariser aussi les biais cognitifs, l'effet qu'ils peuvent produire
dans la construction de notre opinion, non pas pour diaboliser quoi que ce soit, qui est très humain, mais pour essayer, au moment où on se construit une opinion, au moment où on l'ancre, où on la renforme, où on la renforce, peut-être avoir une meilleure conscience de la manière dont ça joue sur nous. Et qu'est-ce que j'avais noté comme point ? Si, voilà. Et puis également, par rapport à l'approche créative, justement, on diversifie vraiment les approches. C'est-à-dire que là, par exemple, en 2019, on avait lancé un parcours qui s'appelle l'éveilleur de l'info sur un support PDF qui est sur 6 séances, avec l'idée que là, qu'il y a une pédagogie de l'information à faire, une sensibilisation au complotisme, mais qui passe aussi par une découverte du journalisme, qui ne soit pas forcément animée par des journalistes. Sur l'approche créative, on travaille beaucoup avec des journalistes, mais on part de l'idée que l'EMI doit toucher beaucoup de monde et qu'il doit y avoir de nombreux acteurs. Donc, on reviendra tout à l'heure là-dessus sur l'autonomie des acteurs, mais l'idée, c'est de proposer des parcours aussi qui puissent être animés par des animateurs dans de très nombreux espaces. Et donc là, on est sur une pédagogie de l'EMI qui va passer par des parcours éducatifs, vraiment pas à pas. Mais de l'autre côté, on travaille aussi beaucoup avec des journalistes en résidence sur des créations de contenu, où là, l'EMI créative va être en fait une manière d'interroger de manière éditorialisée, d'interroger soit son environnement direct, soit ses passions, mais à l'aune d'une méthodologie journalistique. Et parce qu'on part du principe que les jeunes, ils ont une consommation média, ils ont des savoir-faire qui sont déjà là. Après ça, la question, c'est comment les accompagner pour qu'ils puissent construire des compétences, pour qu'ils puissent donner la parole à quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord, pour recueillir des points de vue différents, pour construire un podcast, pour faire un JT. Voilà. Donc, l'approche créative, pour nous, c'est ça. C'est des créations de contenu super diversifiées, souvent plurimédia, souvent avec des journalistes qui maîtrisent comme ça plusieurs supports d'expression pour pouvoir les accompagner. Et puis, c'est aussi des parodies. C'est aussi des parodies parce qu'avant de faire les veilleurs de l'info, on avait une action qui était une action locale dans l'Oise. Et cette action-là, en fait, c'était... il y avait l'idée de travailler sur l'information, mais aussi sur le complotisme, sur les narratifs du complotisme, sur les biais qui le caractérisent, pour ensuite créer des parodies vidéo. Et sauf que tous les acteurs n'ont pas les moyens de faire de la vidéo. Il y a la notion de produire quelque chose, en fait. Il y a la notion de produire quelque chose. C'est ça. Voilà. Ce qui permet de produire de quelque chose et de produire en fait un objet qui va être original. Et cet objet, ça peut être à la fois soit un journal, ça peut être également en fait une émission. Ça peut être même sur Instagram. Voilà, il y a des productions éditoriales possibles en fait. Mais dans cette approche créative, c'est réellement comment est-ce que les personnes sont mises en situation de production et qu'ils vont voir en fait ce qu'ils ont produit. Et c'est vrai que ça se rapproche assez bien avec la notion d'approche par le faire, qui elle va être beaucoup plus, Joséphine expliquera tout de suite après, mais réellement dans la position de comment je suis acteur en fait de ma production en fait. Peut-être Joséphine. Merci Olivier. Oui, l'approche par le faire. Alors juste pour que vous compreniez un petit peu d'où on parle dans l'association Jet d'encre. L'association Jet d'encre, c'est le bébé de cette table ronde. On a bientôt 20 ans. Mais en réalité, on est de l'histoire des médias jeunes. Les médias jeunes, donc en milieu scolaire, initialement au lycée, puis au collège, dans le milieu étudiant, et hors les murs de l'école. Ça, c'est important. Les premiers médias scolaires qu'on retrouve dans l'histoire, qu'on a pu archiver, ils remontent à il y a 2 siècles. Et c'était des médias plutôt lycéens, carrément interdits, ça c'est certain, qui avaient une approche très contestataire. C'était des médias politiques où on remettait en cause quand même l'ordre établi, qu'il soit politique, qu'il soit au sein de l'établissement aussi. Il y avait de la parodie, il y avait de la satire. C'était des médias très, très libres qui ont été interdits dans les enceintes scolaires jusqu'à à peu près les années 70. Donc, ça a duré longtemps avant que ce soit autorisé. Ces médias-là, nous, aujourd'hui, on en identifie à peu près 1000 en France. Donc, c'est quand même un réseau assez riche.
Et nous, notre rôle, c'est d'animer ce réseau de journalistes jeunes et non pas de jeunes journalistes, parce qu'on reconnaît vraiment les médias jeunes comme une catégorie médiatique à part entière. Depuis 1991, ils ont leur propre charte de déontologie du journalisme jeune, par exemple. C'est un journalisme qui n'a pas vocation à fabriquer des journalistes professionnels par la suite. La plupart des gens qui passent par notre réseau, ils s'émancipent, comme tu le disais tout à l'heure, ils apprennent des compétences de fabrication de l'information, que ce soit des compétences techniques de web radio, de web TV, de savoir construire un podcast, de savoir financer un journal aussi. On ne dirait pas comme ça, mais évidemment, quand on a une quinzaine d'années et qu'on veut faire publier son journal et que son chef d'établissement, si on est en milieu scolaire, n'est pas d'accord, ça soulève aussi des initiatives importantes, associatives, de structuration dès le plus jeune âge, en fait. Et tout ça pour dire que nous, là-dedans, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire une pédagogie par et pour les jeunes. Moi, je suis la plus vieille de la bande, je suis déléguée générale, j'ai le droit de dépasser l'âge limite. Mais en fait, notre réseau de journalistes jeunes, il va de 11 à 28 ans. On est vraiment sur le début du collège jusqu'à la fin des études, parce qu'on a un peu... avant, c'était 25 ans, on a un peu débordé jusqu'à 28. On a aussi un conseil d'administration dont la limite d'âge est clairement fixée à 25 ans. Donc, il y a aussi cette approche dans toute notre pédagogie, mais aussi dans notre structuration et nos instances, de laisser les jeunes décider et challenger par eux-mêmes l'information qu'ils produisent, le cadre dans lequel ils s'inscrivent et pourquoi, en fait, on décide, quand on est jeune, de construire un média pour exprimer autre chose, éventuellement, que ce qu'on attend. Ce qu'on entend dans les médias mainstream, ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. C'est un journalisme qui a vocation à informer, mais pas que. De tout temps, en fait, ça fait 2 siècles qu'on y parle de sexualité de manière évolutive, forcément, avec le temps. Qu'on y parle de préoccupations politiques, mais qu'on y parle aussi de ce que c'est que la vie d'un jeune ou d'une jeune d'une quinzaine d'années à travers les siècles. Non, mais c'est important, ouais, c'est vrai, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. On parle beaucoup d'éducation aux médias et à l'information sur l'aspect déconstruction des fake news. On a toutes et tous été un peu mis sous pression sur ce sujet-là, évidemment, puisqu'on est des cadres aussi de l'EducPop où on reçoit beaucoup de jeunes qui doivent s'émanciper aussi dans nos cadres, mais qui ont beaucoup de questionnements. Qu'il faut nous-mêmes être en capacité de leur répondre. Mais en fait, dans la presse d'initiative jeune, dans notre approche à nous, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Et donc, on n'a pas du tout de notion de pédagogie descendante. On est vraiment sur des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont aller partager leur savoir-faire, leurs compétences et se structurer entre eux, de pair à pair. Voilà pour notre petite spécificité. Le faire, c'est évidemment la production de médias, mais ça, Sandrine en a parlé, Olivier aussi. Dans l'éducation nationale aujourd'hui, on a eu un certain nombre d'annonces sur ce que devaient être les médias scolaires aujourd'hui. On a notamment eu une annonce d'un collège, une radio. Donc, il y a aussi des objectifs comme ça assez chiffrés qu'il s'agit d'accompagner, sur lesquels nous, on est sollicités comme plusieurs des réseaux. Accompagner ce type de développement, nous, on peut le faire côté éducation populaire parce qu'on se déplace avec notre matériel, mais on a aussi cet enjeu en tant qu'asso complémentaire de l'enseignement public d'accompagner l'éducation nationale, donc les accompagnateurs et accompagnatrices du quotidien de la jeunesse, mais ça, on y reviendra tout à l'heure sur l'autonomisation des acteurs. Mais voilà, moi, je voulais vraiment avoir un mot aujourd'hui sur la presse d'initiative jeune et le fait de ne pas subir l'information, d'être capable de la fabriquer soi-même et vraiment de s'émanciper de cette parole de l'ordre établi qu'ils veulent pouvoir contester aujourd'hui. Et je finirai du coup avec un exemple assez concret d'une journaliste professionnelle qui regarde nos médias jeunes aujourd'hui. Tous les étés, on a un challenge qui dure 2 jours. Ça s'appelle le Festival Expresso.
Ça se tient dans un gymnase du 20e arrondissement à Paris. On fait venir une vingtaine de rédactions jeunes de toute la France et de tous âges. Et on va leur proposer de traiter 10 thèmes d'actualité sur 15 heures. Donc, nuit comprise, il y a beaucoup de café. C'est pour ça que l'événement s'appelle Expresso. Et dans ce cadre-là, en fait, ils doivent produire un journal complètement, quelle que soit la forme, qui rentre le dimanche au matin. Et le jury est composé de journalistes professionnels, pour le coup, qui vont venir donner des prix. C'est assez bienveillant. Mais cette année, on avait une journaliste de l'AFP qui était là. Et juste pour vous dire, pour finir sur ces mots, la journaliste de l'AFP, quand elle a remis les prix, elle nous expliquait qu'en fait, ça lui avait fait un bien fou au moral de lire les productions des jeunes, parce qu'elle disait que ça faisait des années à l'AFP comme ailleurs, dans son contexte de journaliste pro à elle, qu'elle avait plus vu des personnes produire des articles qui venaient vraiment challenger et remettre en question en fait ce qu'ils avaient entendu. Il n'y avait pas de redite, il y avait de l'engagement. Et elle a souligné et elle a dit qu'elle espérait que ce journaliste jeune puisse infuser à un moment d'un journaliste professionnel, ce qui était plutôt encourageant. Merci Joséphine. Donc c'est vrai qu'on a vu l'approche créative, donc comment est-ce qu'on va créer un contenu de production, l'approche par le faire beaucoup plus liée à comment est-ce qu'on met les personnes en situation justement de permettre cette production. Maintenant, on va plutôt aborder la notion d'apprentissage au long cours et pour ça, en fait, je vais prendre l'exemple de ce que nous pouvons faire dans les MJC. Alors pareil, comme chacun a présenté rapidement sa structure, je vais donner 2-3 éléments sur aujourd'hui. En fait, c'est quoi les MJC, hein, sûrement certaines personnes les ont fréquentés ici pendant leur jeunesse. Aujourd'hui, c'est environ 1000 structures locales qui existent sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est 4 millions de personnes qui bénéficient à peu près chaque année des activités qui sont proposées dans les maisons. Et on a aujourd'hui coutume un peu de synthétiser, de présenter ce qu'est une MJC en 2023 selon 5 espaces. Et d'ailleurs, ça va rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a d'abord, en fait, c'est un espace de pratique où on va pouvoir faire des choses, notamment, en fait, le plus connu, ça va être des pratiques artistiques. Ensuite, ça va être un espace d'expression de comment est-ce que... soit par ces pratiques artistiques, mais aussi juste par le dire, juste par la discussion, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir être dans cet espace d'expression. Il y a la notion d'espace ensuite de découverte, je rentre dans une maison et je ne sais pas forcément ce que je vais y voir et je vais découvrir comme ça une nouvelle façon de faire des choses, peut-être un nouveau regard sur le monde, je vais découvrir des personnes, donc réellement comment est-ce que je m'ouvre comme ça à cette alternité. Et ensuite, il y a cet espace de co-création qui est réellement comment est-ce que on va pouvoir créer des choses, des contenus, des œuvres ou toute possibilité. Mais par contre, la notion de co nous importe énormément. C'est la notion de comment est-ce que je le fais en fait en collectif. Comment est-ce qu'à chaque fois je suis mis dans une situation pédagogique qui inclut un collectif. Et pour finir, en fait, une fois qu'on a fait ces 4 espaces-là, on considère que c'est un espace d'accueil inconditionnel, et donc c'est-à-dire que ouvert à toutes et tous, et que réellement on va prendre les personnes telles qu'elles le sont, mais il va y avoir l'importance de ne pas les laisser là où elles sont. Par contre, il va falloir, notre but, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre aussi un déplacement chez ces personnes. C'est la notion un peu de transformation que l'on pourrait évoquer. Et pour finir, donc tout cela fait un lieu d'apprentissage en fait de la citoyenneté. Et le premier outil pédagogique d'une MJC, c'est en fait la MJC en tant que telle. C'est comment est-ce qu'en fait on la gère. C'est géré par des bénévoles, des habitants d'un territoire, et on considère que juste la gestion de cet équipement est en soi un outil pédagogique et un projet pédagogique. Et
Donc ça me permet de faire la transition sur la notion d'apprentissage au long cours, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est face à des équipements, il y a la notion un peu de pérennité en fait des projets, de comment est-ce qu'en fait on va transmettre ces projets. Et là-dessus, on peut le voir sous deux angles en fait l'apprentissage au long cours. Il y a la notion en fait d'éducation populaire tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on a beau s'appeler MJC avec le J de jeune. En réalité, voilà, on va avoir énormément d'importance à la notion d'intergénérationnalité et où en fait on va apprendre des pairs et on va apprendre voilà, de toutes les personnes qui composent de la société, de comment est-ce qu'on va transmettre en fait des connaissances, des compétences entre les générations et que cela nécessite effectivement en fait pour se faire d'être sur des projets en fait qui ont vocation à durer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on revendique réellement ce droit à l'éducation populaire pour toutes et tous tout au long de la vie. Et ensuite, il y a la notion effectivement de comment est-ce que ces projets vont s'inscrire dans le temps et donc comment est-ce que l'on va permettre en fait la répétition, la redite, refaire régulièrement des choses similaires pour en fait effectivement que de plus en plus les choses deviennent automatiques. Cette transmission, en fait, voilà, clairement, elle s'oppose un peu à des projets qui peuvent être juste, et ben voilà, j'ai fait 1 heure d'activité, 1 heure d'éducation aux médias et l'information. Non, en fait, nous, on va favoriser toujours en fait des modules beaucoup plus longs. Et pour cela, c'est vrai que je pourrais prendre en fait, par exemple, l'exemple de notre outil d'éducation aux médias et l'information qui s'appelle Desinfox, que l'on a développé au sein du réseau et qui en fait circule aussi bien dans le milieu scolaire que dans nos structures propres ou alors en fait dans des établissements en soi réservés aux adultes. Là, je pensais au service pénitentiaire où effectivement en fait on peut aussi mener des actions d'éducation aux médias. Et cet outil, en fait, il a réellement vocation à ce que lorsqu'on le déploie, on ne va pas juste faire une séance. Il y a plusieurs modules et on va essayer comme ça de les répartir dans le temps, au moins au minimum sur une année scolaire, mais ça pourrait même être beaucoup plus. Et lorsque, par exemple, dernièrement, il y a eu quelque chose qui s'est fait avec un lycée pas très loin d'ici, dans l'Hérault, à Montagnac, c'était bien évidemment voilà, plusieurs séances avec un travail en amont avec l'équipe pédagogique du collège avant, pour réellement que les jeunes déjà arrivent en fait aux ateliers avec déjà un peu une première connaissance du sujet et qu'ils puissent ensuite le retravailler chez eux en fait. Donc et cet apprentissage un peu au long cours en fait pour nous elle est assez importante, mais en même temps elle est aujourd'hui percutée en fait parce on est un peu à contre-courant en fait. Ça a été un peu évoqué par Olivier, hein, mais de cette société un peu de l'immédiateté, de la rapidité en fait. Et nous voilà, on va un peu lutter contre ça. De comment est-ce qu'on peut prendre à un moment donné le temps, se poser et pour justement développer ces projets en fait. Et ça, c'est un vrai travail, un sacerdoce qui n'est pas forcément très simple. Et cet apprentissage au long cours, je finirai là-dessus, ça permettra de faire la transition sur la quatrième partie. C'est aussi comment est-ce qu'en fait, réellement, on permet en fait de former en fait nos animateurs et animatrices en fait. Nos bénévoles, nos militants, pour justement en fait transmettre les choses. Peut-être. Juste là-dessus, pour rebondir, Raphaël, sur ce que tu dis, je pense qu'il y a un enjeu pour l'éducation populaire vraiment puisque l'éducation aux médias et à l'esprit critique, elle est transdisciplinaire. Ceci dit, elle fait consensus, mais ce consensus-là se superpose sur ce consensus un grand nombre d'incertitudes de la part des acteurs. Il y a une forme d'injonction à la mettre en œuvre.
Néanmoins, comment répondre à cette incertitude, puisque de la réponse va dépendre aussi de la capacité de mise à l'échelle des actions de MI. Et là-dessus, il est clair que les mouvements d'éducation populaire, il y a un collectif, hein, d'ailleurs. Nous sommes des mouvements qui dialoguons, qui travaillons ensemble. Là, on est en train de relancer le collectif Enjeux immédiats qui existe depuis plusieurs années. On dialogue là-dessus. Et répondre à cet enjeu, c'est aussi travailler la question de l'autonomie des acteurs et puis de l'identification de ces acteurs-là. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que nous, on bosse énormément avec les journalistes, le Clémy également, tout ça, mais pour autant, les journalistes vont pas pouvoir, et c'est pas forcément sûr que ce soit le plus pertinent que de faire intervenir que des journalistes tout le temps sur de l'EMI. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait une mise à l'échelle et sur quoi on peut former des acteurs éducatifs dont l'information n'est pas le métier, premièrement pour qu'ils se sentent légitimes, pour qu'ils soient pleinement accompagnés là-dessus. Et donc, nous, il y a 3 entrées là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur emi.laligue.org, vous verrez déjà le parcours Les Veilleurs de l'Info, qui est un parcours éducatif, mais pas à pas, où vraiment l'acteur éducatif, il est pris par la main pour mettre en animation ce parcours-là. C'est aussi de la formation, mais c'est plusieurs types de formation. C'est-à-dire que c'est une formation aux enjeux critiques de l'EMI. On a parlé des enjeux démocratiques. Alors, on aurait pu faire comme Laurent Berger, parler de crise démocratique ou de péril démocratique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que l'EMI, le travail sur la factualité, ça permet de créer du commun là où on n'est pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, à une époque où on dit tout et son contraire sur tous les sujets, à une époque où cohabitent chez une même personne énormément d'incrédulité et de crédulité, il faut bien être d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Donc, le travail sur les enjeux critiques de l'EMI, il est super important. Et là-dessus, on doit former des animateurs à ces enjeux-là et à des parcours éducatifs. Mais il y a aussi ce que tu disais, Joséphine, tout à l'heure, créer un média, fabriquer de l'information, susciter une expression, eh ben, c'est aussi former un animateur à des outils techniques, à des logiciels, prise de vue, prise de son, tout ça, pour que ceux qui le souhaitent, et il y en a, parce que généralement, ils ont plein d'envie, eh ben, pour qu'ils se sentent, pour augmenter leur capacité à faire, et du coup permettre à une EMI, à l'EMI d'investir aussi des espaces qu'elle investit peut-être moins actuellement. C'est-à-dire que, alors, il y a un chiffre qui revient souvent sur le partage des fake news qui serait plus important chez les seniors. Je crois que c'est un chiffre qui vient des US. Je ne sais pas ce qu'il en est en France. Ce qu'on vous a dit, on n'est pas des experts de ça non plus. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'il faut travailler avec de nombreux publics. Et le pénitentiaire, Raphaël, tu l'as cité, il faut travailler sur ces espaces-là. Et ce qu'on y voit d'ailleurs souvent, c'est que c'est des passionnés d'infos, hein, les personnes qu'on rencontre dans les espaces pénitentiaires. Nous parle beaucoup de BFM, tout ça. Enfin, il y a un vrai travail à faire. Mais sur d'autres espaces, sur des espaces d'insertion, sur le hors scolaire, sur les médias de quartier. Exemple, nous, on a développé un média là, qui s'appelle Crème de Creil sur une ville qui souffre d'une très mauvaise image d'elle-même. Image liée d'ailleurs à la projection des médias, à faire Redouane Faïd, à faire du foulard, tout ça. Donc, former des animateurs à intervenir sur de hors scolaire aussi. Et même sur des personnes âgées, nous on ne le fait pas, mais enfin, je veux dire sur des espaces d'insertion, il y a plein d'espaces sur lesquels il serait pertinent vraiment d'accompagner les acteurs. Alors, il y a des résidences de journalistes qui permettent aussi de faire intervenir des journalistes hors temps scolaire sur des actions comme ça. Et souvent, on a parfois aussi des binômes entre un journaliste et un animateur pour essayer de construire une pérennité future sur un projet à partir d'interventions comme ça qui sont ponctuelles. Voilà. Merci Olivier. Et peut-être avant de vous laisser la parole, laisser un espace pour des questions éventuelles,
on va conclure sur une notion nous, qui nous semble aussi importante. Hein, c'est voilà, la notion de coopération territoriale. On est 4 organisations différentes qui en fait, travaillent ensemble sur les projets locaux. Et on trouve voilà, que ça a un intérêt voilà, de renforcer cette coopération entre différents acteurs. Et peut-être que Sandrine, je peux te laisser la parole là-dessus. Oui, en fait, ce matin, à 9 h, un dimanche, vous êtes venu sur une table ronde sur l'éducation populaire. En fait, c'est quoi la spécificité aussi, au-delà de nos objectifs qu'on partage tous sur l'émancipation, au-delà des différents dispositifs qu'on a nommés avec différentes façons. Effectivement, on a un enjeu commun qui est le fait d'éduquer les enfants, les jeunes, les adultes, les citoyens, un peu globalement, de façon à permettre une émancipation, en se disant que ça ne repose pas que sur nous, qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus que des associations d'éducation populaire qui proposent de l'éducation aux médias et à l'information, et que nous, en revanche, ce qu'on a envie de construire, c'est une coopération au local qui, finalement, s'ancre réellement dans la dimension réelle des acteurs qui sont là et des enfants et des jeunes. Par exemple, sur le territoire où je travaille, du coup, les animateurs, animatrices départementaux des Francas travaillent très en lien avec les animateurs départementaux de la Ligue pour travailler toutes ces questions-là. Ça permet quoi? Ça permet l'échange d'outils. Ça permet un principe finalement de coopération dans une globalité de non-concurrence au service finalement de l'impact qu'on a sur le territoire et y compris auprès des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, on va ensemble défendre un objectif commun qui est celui que c'est important d'avoir des espaces dans lesquels on peut parler de ça, faire de ça, etc. Et ça, je pense que c'est assez important si on veut aussi identifier que puisque c'est un enjeu essentiel, alors il faut aussi le travailler au-delà de la formation individuelle et continue tout au long de la vie, sur des dynamiques de réseau qui permettent finalement de s'associer à d'autres, que ce soit des journalistes, mais aussi plein d'autres professionnels, qui finalement augmentent l'impact qu'on a au local, au-delà des interventions ou des cycles d'intervention qu'on peut proposer les uns et les autres. Et que c'est aussi en travaillant ensemble, alors là au niveau départemental, mais je pense que c'est transférable au niveau nationaux. C'est aussi en travaillant ensemble qu'on peut aller convaincre des institutions de mettre des moyens là-dessus, qu'on peut aller convaincre l'école de travailler à une convention globale pour pouvoir faire des interventions là-dessus, qu'on peut aller convaincre les animateurs, animatrices des points information jeunesse que la question de l'éducation aux médias et à l'information, c'est aussi leur préoccupation et c'est aussi par eux que ça doit passer. Mais de la même façon que ça doit aussi passer par les animateurs, animatrices des centres de loisirs de maternelle, parce qu'en fait, c'est là que ça commence. Et tout à l'heure, on a parlé de l'injonction à travailler autour des fake news, de la théorie du complot, etc., qui est quand même aujourd'hui assez représentée. Cette façon de travailler en réseau au local, c'est aussi se dire, ok, toi, tu vas t'occuper plutôt de ça, moi, je vais m'occuper plutôt de ça, mais notre objectif commun, c'est que les gamins, à partir de 3 ans, ils aient commencé à savoir réfléchir par eux-mêmes, de façon à ce qu'ensuite, ils soient moins enclins à avoir besoin de l'intervention, prévention de fake news dans 7 ou 8 ans, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que vraiment, il y a un intérêt à travailler cette question-là avec des acteurs aussi qui sont ancrés dans une réalité de terrain, parce que le terrain, c'est pas le même à Montauban qu'à Cahors, qu'à Figeac, qu'à Toulouse, qu'à Paris, qu'en Normandie, et que là, dans chacun des départements, il y a des bénévoles, des militants, des représentants des différents réseaux d'éducation populaire qui finalement ont accès à ces outils et à ces démarches qu'on vous a présentées ce matin, et qu'on vous invite finalement à venir aussi vous interroger et vous rapprocher de nos différentes organisations si jamais vous avez envie de faire avec. Peut-être Joséphine aussi sur cette notion de coopération, parce que c'est vrai que des 4 organisations aujourd'hui présentes, globalement, toutes
tous les trois, Ligue, Franca, MJC, on a des structures carrément d'implantation territoriale. Mais pour vous, en fait, votre implantation territoriale, elle est différente. Et de comment est-ce que vous travaillez justement cette coopération avec d'autres acteurs éducatifs? Alors, déjà, merci Sandrine d'avoir souligné le lien entre continuité éducative et territoriale. Je pense que c'était important de le rappeler, de savoir d'où on parle et avec qui. C'est essentiel quand on construit un programme au long cours d'autonomie comme les nôtres. Alors oui, G-d'encre, nous, on n'a pas de fédération, on n'a pas de bâtiment dans tous les départements ou de centres d'accueil. On a des bénévoles, par contre, dans plusieurs régions de France et on a la chance donc, d'avoir un tissu partenaire de l'éducation populaire, évidemment, et puis aussi, il faut les citer parce que ça nous aide beaucoup. Pour l'aspect scolaire, on travaille beaucoup avec le Clémy sur l'ensemble des académies et ça fait des points relais assez essentiels pour nous. Donc la chance d'être partenaire de la Ligue, des Franca, de MJC et puis Radio Campus, on peut les citer aussi, même s'ils ne sont pas là ce matin, c'est de pouvoir développer des actions au-dessus de nos moyens structurels et financiers, puisqu'il faut être honnête. On peut s'appuyer vraiment sur des expertises de territoire, arriver et ne pas dupliquer bêtement, mais vraiment être dans la co-construction, l'intelligence collective avec les autres acteurs et actrices de l'éducation populaire, c'est essentiel pour nous. C'est un apprentissage aussi. Vous voyez, moi je vous parlais de l'approche par et pour les jeunes, et on avait aussi l'approche animateur-animatrice. Les deux se répondent, se développent en écho. Nous, ça nous a permis aussi de faire évoluer notre approche pédagogique, justement en se tournant plus, en misant plus sur les animateurs et animatrices qu'auparavant, en acceptant justement que certes les jeunes sont autonomes et ont besoin de s'émanciper, mais qu'évidemment, il y a aussi des personnes qui les accompagnent sur le long cours et c'est avec eux qu'on doit construire et co-construire. Et là-dessus, pour finir sur cette note un peu pédagogique, parce qu'Olivier le disait tout à l'heure, accompagner l'esprit critique des jeunes. Donc, il y a, par la pratique, par le faire, il y a développer des médias, s'équiper en termes d'outils, mais il y a aussi une approche un peu plus philosophique qui est celle d'accepter d'être un peu challengé, d'être dérangé. Parce que peuvent écrire les jeunes par une pensée différente de la leur, qu'on vienne un peu ruer dans les brancards. Et la chance qu'on a avec les acteurs et actrices de l'EducPop, c'est qu'on sait que c'est une approche qui est inhérente en fait à nos pratiques et c'est sécurisant aussi pour les jeunes, en tout cas notre réseau. C'est un réel apport de leur permettre d'évoluer aussi dans ce cadre-là de l'EducPop. Merci. Moi, je commence à voir l'heure tourner. Alors peut-être qu'on peut vous laisser la parole, savoir s'il y a des questions. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Je vais faire la transmission des micros. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très très intéressante. Je me présente, je m'appelle Vivien Soldé. J'ai fait une thèse sur l'éducation populaire. Donc vous imaginez que j'ai 10 000 questions à vous poser, mais je ne vais pas les poser, je vous rassure. Je ne vais pas toutes les poser. Donc peut-être qu'on pourra discuter à la suite, notamment par exemple sur les notions de transformation sociale. Je pense aussi de critique de l'enseignement, des médias et l'information, parce que je pense qu'il y a énormément de critiques à faire à cette éducation-là. Notamment comment les mener. Vous avez beaucoup parlé de faire intervenir des journalistes, mais par contre on n'a pas entendu parler d'Acrimed ou d'Arrêt sur Image, qui sont là pour le coup véritablement des structures qui viennent pour critiquer justement la construction médiatique et justement de sortir un peu d'une EMI qui peut être peut-être des fois un peu trop favorable aux grands médias et qui ne les critique pas assez. Et donc voilà. Mais là, sur coup, ma vraie question, elle porte sur le coup sur peut-être un angle mort de l'éducation populaire sur la question de l'esprit critique. Moi, je fais partie des milieux sceptiques, enfin, je me considère sceptique, militant de l'esprit critique. Donc, je suis plutôt dans les milieux autour d'associations. On est un milieu d'associations un peu diverses, où on travaille vraiment sur les questions, par exemple, de biais, d'esprit critique, d'épistémologie, etc. Et en fait, nous aussi, on a envie de s'ancrer dans des questions d'éducation populaire, sauf que nous, contrairement à vous, on n'a
beaucoup plus de difficultés à avoir une implantation territoriale parce qu'on est très éclaté sur le territoire et que c'est très très difficile. Donc vous avez des avantages que nous on n'a pas et puis inversement. Et donc sur le coup ma vraie question c'est, et notamment monsieur Magnin l'a souligné, c'est-à-dire comment faire évoluer finalement, parce que là on a beaucoup parlé de l'éducation média, mais l'éducation esprit critique c'est beaucoup plus large que ça en fait. Et on n'a pas du tout ici parlé d'éducation à la science, à l'épistémologie, à la manière dont on construit la connaissance. Parce que, je le rappelle, notamment, on l'a vu avec la crise du Covid, que la culture scientifique des journalistes est catastrophique. Il y a énormément de choses à faire. Ça évolue depuis justement la crise du Covid, où ils se sont rendus compte que le traitement journalistique des études scientifiques était véritablement pas au niveau. Et donc je voulais savoir, voilà, au niveau des associations d'éducation populaire, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution sur ces questions-là? Comment est-ce que voilà, on se rapproche un peu d'une éducation populaire à la science et à l'épistémologie? Voilà. Eh ben, je te laisse, Sandrine, répondre. Oui. En fait, je peux être d'accord avec les constats que tu poses. En fait, il fallait bien, en 50 minutes, prendre un angle. Voilà, je crois que c'est un peu ça qui pourrait être dit là. Parce que quand on a parlé de ces questions-là, en effet, j'ai parlé tout à l'heure de l'astronomie, j'aurais pu parler aussi des activités scientifiques et techniques qui en fait sont un vrai support effectivement à la fois de pédagogie et d'éducation dans les différents milieux, que ce soit en scolaire mais aussi en péri-extrascolaire, et complètement dans la rue aussi sur des loisirs nomades, sur des choses en bas d'immeubles, etc., qui permettent effectivement de travailler à une démarche et à des apports. Après, je rejoins aussi la question de comment on fait avec d'autres et comment on sort de nos réseaux habituels. Là, autant des fois, on a l'impression que nous, on prône le aller vers. Là, j'aurais envie de dire que j'encourage d'autres à aussi venir vers pour faire avec et aussi construire ensemble des choses qui ont du sens au local ou aux différentes échelles sur lesquelles on intervient, quoi. Et je voulais juste un instant vous remercier d'avoir souligné le travail d'Acrimed. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Pauline Perreno, qui travaille là-bas, a sorti un nouveau livre, Les médias contre la gauche, qui est très, très bien construit. Donc, juste pour souligner aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais typiquement, nous, à Acrimed, quand on fait des week-ends de formation bénévole de journalistes jeunes, c'est des acteurs qu'on fait intervenir à ces moments-là, justement, pour élargir un peu la pensée critique et aller se challenger sur d'autres sujets. On l'avait fait sur la dernière présidentielle. On avait fait un retour avec Acrimed sur la banalisation du discours d'extrême droite, ce type d'enjeu. C'est aussi des cadres qu'on essaie de développer, dont on n'a pas parlé. Merci. Alors, je suis désolé, il y avait d'autres questions, mais comme je commence à voir les personnes arriver pour la prochaine table ronde, je pense qu'on va devoir s'arrêter là et pour pouvoir respecter quand même le temps et le bon déroulé de la prochaine. Mais voilà, de ce fait, on va sortir et on pourra prolonger la discussion dehors. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.